froid, glacial, gelé, frigo, Sibérie. Ces mots sont les seuls auxquels est capable de penser Devon Shakil, un entrepreneur américain de passage à Paris, alors qu'il tente de dormir dans un hall d'immeuble. Après la vibration, les températures pourtant tièdes de fin de printemps ont brutalement diminué pour atteindre la nuit une fraîcheur difficilement supportable. Incapable de dormir, Devon sort sur la place de la Bastille, recouverte de Parisiens sans abri et de touristes coincés bien malgré eux dans Paris. L'Américain jette un œil vers le ciel, qui brille de mille feux grâce aux étoiles qu'aucune pollution lumineuse ne vient cacher. Absorbé dans sa contemplation, il se remémore la très mouvementée journée qui vient de se dérouler. L'après-midi, peu après le départ de la police appelée en renfort pour une raison inconnue quelque part dans le nord de la ville, la sécurité ainsi que la tenue du camp a été laissée aux agriculteurs et autres syndicalistes, les seules forces assez organisées pour encadrer le flot de gens se regroupant autour de la place. Après une grande solidarité initiale, la faim, la soif, le froid et la catastrophe ont fini par mettre tout le monde à cran. La lourde tension qui régnait dans l'air a fini par éclater lorsqu'un groupe de syndicalistes a demandé aux plus bruyants des religieux d'aller faire leurs prières ailleurs et d'arrêter de faire paniquer les gens avec ces histoires d'apocalypse. Désormais, plusieurs camps distincts commençaient à se former place de la Bastille, les gens se divisant selon différents groupes alors que l'unité et la solidarité auraient dû prévaloir en ces temps de crise. À ces histoires de français, Devon ne comprenait rien, lui qui était plus fan de basket que de politique. Mais le manque d'eau, de nourriture et les tensions qui régnaient place de la Bastille inquiétaient bien moins Devon que le groupe qui venait de se former à l'angle de son bâtiment. Sur sa droite, un attroupement désordonné vêtu de noir, initialement venu pour manifester, avait profité de l'absence de la police et de la désorganisation ambiante pour se regrouper autour d'un homme. Celui-ci, cagoulé, le poing levé, vêtu d'un t-shirt représentant également un point levé, délivrait de grands discours que Devon peinait à comprendre. À son grand effroi, la petite troupe fut petit à petit rejointe par plusieurs dizaines de personnes, dont l'attitude ne laissait rien présager de bon à l'américain. Celui-ci avait réussi à s'échapper du ghetto de Chicago dans lequel il avait grandi, mais en avait gardé un œil alerte pour repérer les personnes mal intentionnées. La petite foule se réunissant autour du type au point levé était clairement là pour en découdre. L'intuition de Devon se confirma lorsqu'au bout de 10 minutes, les hommes vêtus de noir se saisissent de bâtons et de barres de fer avant de se diriger vers le sud de la ville. Rentrant précipitamment dans le hall de son immeuble, Devon eut le temps d'entendre le chef de la bande hurler une phrase qu'il ne comprit pas. « En avant les gars, la prison de la santé est sur le point de tomber, allons libérer nos frères enfermés !» Juste avant les premières lueurs du jour, le maréchal des logis-chefs Christophe, membre de la prestigieuse garde républicaine, embarque avec quelques hommes à bord d'un hélicoptère Super Puma, stationné tout en haut de la tour Pullman. Au moment de la vibration, l'hélicoptère était en pleine livraison exceptionnelle pour l'hôtel, et constitue à ce jour le seul engin volant en état de marche disponible dans tout Paris. Ce qu'il a vu ces derniers jours en survolant les alentours de la capitale a bien fini malgré lui par le convaincre de l'absurde réalité de la situation. Et si la situation est déjà catastrophique, il a fallu par-dessus tout que le roi de cette époque nous prenne en grippe. C'était qui le roi d'ailleurs au XIVe siècle? Henri IV et son cheval blanc, Louis XIV, Charles V? Laissons ça aux grandes pontes, et Christophe préfère se concentrer sur sa mission, qui consiste à espionner le camp de l'armée du roi en question au nord de la capitale. Enfin, espionner est un bien grand mot. La discrétion n'est pas vraiment le point fort d'un hélicoptère. Les premiers survols de l'armée médiévale ont d'ailleurs suffi pour y provoquer une panique assez incroyable. Mais au bout du 5e passage, les réactions de peur se sont transformées en réactions hostiles, et plusieurs projectiles ont été lancés dans la direction de l'hélicoptère, heureusement trop bas pour infliger un quelconque dommage à l'engin. Le micro de la radio dans une main, les jumelles dans l'autre, le gendarme informe ses supérieurs que les quelques milliers d'hommes originellement présents dans le camp semblent avoir été renforcés par des centaines de soldats en provenance des châteaux et des villages alentours. À l'autre bout du fil, le général 3 étoiles Armand de Clary-Chanteau tente de garder son calme. Jamais dans son illustre carrière n'avait-il eu à affronter pareille situation. Faire exploser de douzaines de terroristes en pick-up Toyota, ça il sait faire. Mais gérer une armée médiévale de plusieurs milliers d'hommes? Quelques armes à feu suffiront-elles à les dissuader d'attaquer? Le général espère de tout cœur ne pas avoir à donner l'ordre d'ouvrir le feu. Déjà pour ne pas se rendre coupable du massacre de centaines d'hommes du Moyen-Âge, incapable de se rendre compte de ce qui leur tombe dessus, et ensuite parce que son illustre ancêtre, le comte Gontran de Clary-Chanteau, pourrait, en théorie, parfaitement se retrouver dans la foule de ses adversaires. Estomaqué à la perspective de réduire à l'état de bouillie le plus célèbre membre de sa famille, le général avale très longuement sa salive avant d'informer par radio le président de la situation.
Au sein de la salle de crise du palais de l'Élysée, l'ébullition est à son comble. Des militaires placardent au mur de grandes cartes de Paris et de ses environs, tandis que plusieurs groupes d'historiens, parmi les plus émérites, étudient des archives et conseillent le président Jean-Marc Lemayeux, totalement dépassé par le maelstrom d'informations qui lui parviennent d'heure en heure. Durant la nuit, son premier ministre, âgé de 65 ans, a choisi de manifester son stress au pire moment sous la forme d'une spectaculaire attaque cardiaque, qui l'a plongé dans un profond coma. Maintenant entouré d'experts militaires, de ses ministres et d'historiens de tout poil, mais privé de son plus fidèle conseiller, le président se sent terriblement seul. La défense montée à la hâte au nord de Paris engloutit tout ce que le gouvernement a pu trouver de policiers et de militaires. Le président laisse échapper un rire nerveux. De quelle défense parle-t-il? Le millier d'hommes et de femmes empilant des voitures pour barricader la porte de Clignancourt sont-ils tout ce qu'il reste de l'armée française? En comptant les soldats en repos et en province qui n'ont pas été téléportés avec eux, Paris peut compter sur quelques régiments de la garde républicaine, sur les militaires chargés de surveiller les lieux publics, ce qu'il reste des effectifs de la police dont seul un quart a répondu présent, et Dieu merci, les CRS venus de toute la France pour sécuriser le cortège des agriculteurs, que le président bénirait presque d'avoir eu l'idée de manifester au moment de la catastrophe. Mais pour ne pas laisser le reste de la ville sans défense, ces 1000 personnes ont été tout ce que l'état-major a pu réunir porte de Clignancourt. Va-t-il falloir armer des civils alors que le reste des policiers n'arrive pas à stopper la fuite de ceux-ci en dehors de Paris et que les armes et munitions manquent déjà? Comment cette bataille complètement incohérente pourrait se dérouler? Jean-Marc Lemayeux espère que le roi à la tête de l'armée au nord de Paris se montrera raisonnable, car il ne souhaite ni risquer la vie de ses maigres troupes, ni avoir à ordonner un massacre. Philippe VI de Valois? Oui, c'est ça. Le président peut remercier le médiéviste un peu bizarre qui leur a confirmé la date exacte et le nom du roi de l'époque. Comment s'appelait-il d'ailleurs? Ce n'est pas important, car un autre spécialiste, bien plus avenant, a pris le relais et lui explique que les différences de langue, de prononciation et de culture nécessitent un intermédiaire pour les négociations, car même le plus savant des historiens parisiens ne peut prétendre savoir parler comme en 1328, même en latin dont la prononciation a sûrement évolué au cours des siècles. Cela tombe bien car il semblerait qu'un homme médiéval, une personne apparemment importante qui plus est, serait actuellement incarcéré dans le commissariat du 15e arrondissement. Tandis que le président donne l'ordre d'amener l'officier royal à l'Élysée, Auguste Thibaudeau, assis juste derrière, observe d'un air haineux le président en pleine conversation avec ce cuistre de Mathieu Rouzet, son ancien meilleur ami, archiviste également, avec qui sa femme est partie le mois dernier et qui de surcroît va aussi finir par lui prendre sa légion d'honneur en monopolisant l'attention du président. Ainsi donc, le cauchemar ne se terminera jamais. Lui qui pensait devenir un héros, tout ce dont il fut gratifié jusqu'ici fut un clin d'œil de Mathieu, qui fit monter en lui une haine incontrôlable. Profite bien de ton moment, Mathieu, marmonne Auguste dans sa barbe. Rira bien qui rira le dernier. Une odeur âcre d'urine réveille le bailli royal Renaud Desmazis, qui se redresse sur le banc qui lui tient lieu de lit depuis 2 jours. À ses côtés, l'homme qui partage sa cellule se soulage dans un coin. Il se surnomme lui-même l'écorcheur, un ancien mercenaire devenu bandit de grand chemin. Une racaille sans foi ni loi, capturée alors qu'il se forçait dans une donzelle habitant dans cette ville sortie de nulle part, ce que les hommes en vert n'ont pas semblé apprécier. Jeté prestement dans sa geôle, l'immonde pourceau lui contait pendant des heures sa vie de brigandage et de maraude, craché et uriné dans tous les coins, et alpaguait sans cesse avec force injure l'homme habillé de bleu chargé de les surveiller. Mais malgré cette horrible compagnie, Renaud Desmazis avait pu rationaliser quelque peu la situation. Déjà, cette ville, quoique impressionnante, n'était en rien démoniaque. Ses habitants, bien que grands et semblant en meilleure santé, étaient humains et parlaient une sorte de dialecte françois dont le bailli, qui n'était pas idiot, avait pu saisir quelques bribes. Les bâtiments qu'il avait pu voir étaient bien sûr d'une taille et d'un raffinement sans pareil, mais qui, tout comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, auraient très bien pu être construits par des humains, et non par des démons. Et même si Renaud Desmazis peinait à saisir l'utilité de la plupart des objets présents autour de sa geôle, il reconnaissait tout de même des tables, des chaises, des armoires, des murs, des fenêtres et des barreaux. Bref, du mobilier, et non pas une batterie d'instruments de torture satanique, comme certains de ces hommes paniqués ont pu penser 2 jours plus tôt. Plus étonnant encore, il semblerait que les hommes en vert et en bleu disposent de canons portatifs complexes faits de ferraille, avec lesquels ils ont pu décimer ses troupes, et qui furent braqués sur lui jusqu'à ce qu'il soit emprisonné. Le bailli avait déjà pu voir auparavant des mercenaires se servir de bouche à feu lors de l'assaut d'une place forte, mais n'avait jusqu'ici jamais vu d'armes aussi terrifiantes que ces canons portatifs. Même si de nombreuses zones d'ombre subsistent encore dans l'esprit de Renaud Desmazis, celui-ci a fini par conclure que cette ville et ses habitants appartenaient à une civilisation très avancée, mais semblaient partager pourtant des similarités minimes avec la sienne. Ce qu'il ne comprenait toujours pas par contre, c'est comment ces personnes avaient bien pu arriver ici.
Le bailli est tiré de ses réflexions par l'écorcheur, qui lui signale que des gens arrivent. Dans leur cellule, entre deux hommes en bleu qui tiennent à distance l'écorcheur, et à la grande surprise de Renaud Desmazis, un homme d'église. Va-t-il m'administrer l'extrême onction? Suis-je sur le point d'être exécuté, torturé? Le bailli ne compte pas se laisser faire et administre plusieurs coups de poing aux hommes en bleu qui le maîtrisent à grand-peine. En dehors de la cellule, le professeur d'histoire, ayant insisté qu'amener un prêtre rassurerait le bailli, constate l'échec total de son idée. Malgré son agitation, le professeur lui fait comprendre à grand-peine qu'il est amené en audience devant le seigneur local, ce qui calme le bailli. Alors qu'il est amené en dehors de sa cellule, l'écorcheur lui souhaite bonne chance tout en se fendant d'un sourire carnassier qui fait frissonner le pourtant courageux officier royal. Au nord de la porte de Clignancourt, derrière un grand tas de sacs de sable, se terre Yvan, un policier. Après 6 heures d'attente derrière sa pitoyable barricade improvisée, celui-ci a maintenant devant les yeux l'armée royale. Des cavaliers, des fantassins, des bannières, Yvan détaille avec effroi l'impressionnant déploiement de force qui lui est donné à voir, et se rend compte par la même occasion qu'il est en première ligne, armé d'un pitoyable pistolet. Autour de lui, derrière des carcasses de voitures, perchées sur la route du périphérique, un assemblage hétéroclite de combattants attend nerveusement la confrontation. Paraît que le président arrive, dit le voisin d'Yvan, on va essayer de négocier, la mère Cousteau vient d'arriver. Yvan regarde l'horizon et lui répond qu'il espère que le président sera bientôt là, car un petit cortège de cavaliers vient de se détacher de l'armée du roi et se dirige dans leur direction. Au petit trot, Philippe VI de Valois, le maréchal Guillaume de Trie, l'archevêque et quelques-uns de ses vassaux les plus fidèles se dirigent vers l'immense ville qui leur fait face. À mesure qu'il se rapproche, la ville lui paraît bien moins impressionnante, malgré les immenses bâtiments qu'il peut apercevoir derrière et l'étrange pont qui lui fait face. Si le roi peut éviter le combat, il le fera, mais toutefois, pas question de se laisser faire, et l'immense hoste de 9000 hommes qu'il a pu réunir en un temps record lui permettra à minima d'intimider l'ennemi durant la négociation. Arrivé en vue des premières positions de l'ennemi, Philippe et son escorte attendent qu'une délégation vienne à sa rencontre. Son archevêque, Guillaume de Trie, lui souffle une chose qu'il a tout de suite remarquée. Ils n'ont point de muraille et semblent bien peu nombreux. Étrange, se dit le roi. La ville est immense, mais son armée est visiblement de 10 fois supérieure à l'ennemi. À travers les pourparlers, le roi veut des réponses, mais également des réparations pour les dommages que la ville a causés depuis son arrivée, mais des réponses surtout. Qui sont ces gens? Que veulent-ils? Qui sait, peut-être qu'à l'intérieur, le Paris qu'il connaît est toujours là, en état de siège. Campé sur son destrier, dardant les Parisiens d'un regard froid, Philippe VI de Valois commence à s'impatienter très sérieusement. Yvan regarde le chevalier arrêté à 200 mètres de sa position. Le policier se demande si les cottes de mailles portées par les cavaliers sont si lourdes que ça, et surtout si les balles 9 mm de son pistolet suffiront à les percer. Mais ces interrogations sont interrompues par un événement imprévu. Devant les yeux effarés des Parisiens, la mère Danielle Cousteau, pantalon kaki, cheveux au vent, petit décolleté élégant, vient de franchir les barricades pour se diriger d'une démarche relativement assurée vers le roi et ses chevaliers. Naïveté et stupidité, toujours est-il qu'aucun des témoins abasourdis par le geste de la mère n'a esquissé le moindre geste pour la retenir, et ce malgré les hurlements du président à la radio, ordonnant qu'on la ramène manu militari derrière les barricades. Les médiévistes ont pourtant été clairs, il est infiniment plus sage d'envoyer un homme négocier, et si possible de statut égal, de roi à président. Mais qu'est-ce qui a bien pu prendre à cette buse de Cousteau ? Eh bien, celle-ci a tout simplement pensé que le président tardait trop à arriver, et en constatant l'impatience manifeste du roi, a cru qu'elle était habilitée, en sa qualité de maire de Paris, à négocier à la place du président. Dans sa tête, elle tente de se persuader du bien fondé de son initiative. La vie, ce sont les opportunités, Daniel. Ce moment est historique. Dans les mémoires, je serai la première personne à établir des relations entre deux mondes. Mon expérience politique ainsi que ma présence suffiront à surmonter les problèmes de communication. Je n'ai qu'à me présenter et à établir le premier contact en attendant le président, qui saura sûrement apprécier cette action à sa juste valeur. En face, le roi regarde d'un air circonspect la femme qui se dirige dans sa direction. Arrivé à la hauteur de Philippe et de son escorte, Danielle Cousteau tend une main au roi, qui reste immobile, et tente, devant son air interdit, de communiquer avec de grands gestes. Le roi ne comprend pas. Que la délégation soit une femme passe encore. Après tout, cette diablesse d'Isabelle de France, la mère d'Édouard III d'Angleterre, est une fine négociatrice. Mais le fait que la femme en question se révèle être une créature débraillée, habillée pauvrement et lui adressant la parole de manière si cavalière, est un crachat glaireux envoyé à la face de sa fonction. C'est donc tout ce que ces gens ont à m'opposer? Pensent-ils que tout ceci est un jeu? Savent-ils seulement à qui ils ont affaire? Humilié par cette insulte, le roi et sa délégation regardent la mer d'un air suprêmement hautain avant de faire tourner leur bride sans un mot pour revenir auprès de leur armée. À ses côtés, le maréchal est confiant, le siège sera simple. Ces étranges barricades ne tiendront pas longtemps face à ces hommes, et si ces couards ne veulent pas sortir combattre en terrain ouvert, eh bien ils iront les chercher eux-mêmes.
Dans un coin de sa tête, le maréchal Mathieu de Trie repense à l'anéantissement de sa troupe d'éclaireurs, mais se convainc que la victoire est possible. Cette fois-ci, pense-t-il, ils ne nous auront pas par surprise, et même si une partie d'entre nous y restera, nous remporterons tout de même la victoire. Décidément, ces derniers jours n'ont pas épargné Marc Ardouin, le médecin généraliste venu de la Réunion. Après avoir failli servir de repas à une meute de loups et assister au spectaculaire débordement de la Seine, Marc a enfin décidé que Paris c'était fini. Terminé la capitale, terminé même la métropole. Dès que tout rentrera dans l'ordre, Marc compte bien rentrer sur son île et ne plus en sortir de sa vie. Mais en attendant, un autre problème occupe son esprit, sa tante malade à Saint-Germain-en-Laye, la seule famille qu'il possède à Paris, qui devait sûrement avoir plus que jamais besoin de lui après la catastrophe. Après avoir offert son expertise de médecin aux victimes de la vibration, Marc a suivi un groupe de Parisiens en route vers l'ouest de la ville, qui rejetaient en bloc l'idée que Paris ait pu être téléporté quelque part, et ce malgré les avertissements des crieurs de rue du gouvernement. À y repenser maintenant, Marc se demande bien ce qui lui a pris de les accompagner. L'expédition avait déjà mal commencé lorsque la voiture dut être abandonnée du fait de l'absence totale de route goudronnée à la sortie de Paris. Marchant sur des pistes de terre battue, le petit groupe avait commencé à émettre des doutes sur le bien fondé de leur aventure, constatant que les panneaux et les bâtiments au bord de la route faisaient en effet très médiéval. Malgré leur scepticisme toujours présent, il fut décidé de rebrousser chemin, on sait jamais, c'est peut-être dangereux. Cette intuition se vérifia 1 heure plus tard lorsque le groupe tomba nez à nez avec une patrouille de soldats médiévaux, qui captura tout le monde sauf Marc, qui s'est enfui courageusement dans les bois dès les premières secondes de la rencontre. Crapahutant dans la forêt, empêtré dans les ronces, les branches, Marc fut incapable de retrouver son chemin, sans route et sans panneau, traversa plusieurs ponts sans rencontrer personne, marcha des heures, s'arrêta à 400 mètres d'un village en tentant de deviner quelle direction prendre et s'écroula de tout son long sur le sol, assommé par un grand coup de gourdin. Décidément, on tombe toujours sur d'intéressantes trouvailles quand on part braconner, se dit Pierrick le paysan, un gourdin à la main. Ce drôle d'oiseau noir n'est pour sûr pas du coin, et doit sûrement venir de la ville qui déverse les objets magiques que Pierrick récupère dans la Seine depuis maintenant 2 jours sans s'arrêter. Le paysan jubile, si cet homme-là peut lui apprendre à se servir des objets magiques avant tout le monde, sa fortune est faite. Les écus déferlent dans la tête de Pierrick, alors qu'il embarque le pauvre Marc sur son épaule. Tout en se mettant en route vers son village, le paysan rigole déjà en imaginant la tête que sa femme va tirer lorsqu'il ramènera le fruit de sa chasse. C'est arrivé encore, un massacre, un horrible massacre. Coincé sous son cheval mort, la tête poisseuse de sang, le maréchal de France Mathieu de Trie se maudit d'avoir autant sous-estimé l'adversaire. Sous son commandement, plein de confiance, la fine fleur de la chevalerie française s'était élancée en rang serré vers l'ennemi, qui restait toujours retranché. Aucune flèche ni aucun projectile ne se sont initialement abattus sur eux. Interprétés comme un signe de faiblesse par les chevaliers avides de gloire, ceux-ci ont rapidement brisé les rangs pour charger de manière désordonnée. Mais arrivé à 100 mètres des positions de l'ennemi, l'enfer s'est déchaîné. Des éclairs, les mêmes que la dernière fois, et cette fois-ci par centaines, résonnant partout, fauchant indistinctement cavaliers et chevaux dans un ignoble massacre contre lequel le maréchal n'a strictement rien pu faire. Pire, les montures, paniquées par le bruit, ont rendu impossible la retraite, en se cabrant et en jetant leurs cavaliers à terre pour les piétiner juste après. Pouvait-on vraiment parler de bataille? Le combat ressemblait plus à une boucherie unilatérale qui s'empira lorsque les rares chevaliers ayant atteint les bords de la ville furent déchiquetés dans une série d'explosions, envoyant dans tous les coins des morceaux de la noblesse du royaume. Mathieu de Trie ressentit une très vive douleur à la cuisse et tomba de son cheval qui s'écroula sur lui juste après. Impuissant, il ne put qu'assister à la charge désespérée menée par Philippe VI, l'oriflamme de Saint-Denis en main, qui tentait de rassembler les troupes autour de lui. Bien que courageuse et digne d'un vrai roi chevalier, cette charge se révéla aussi inutile et coûteuse que la précédente, et se termina en un carnage encore plus prononcé. Un puissant jet d'eau fit tomber le roi de son destrier, alors que le reste de l'armée, principalement composée d'infanterie, avait déjà décampé en jetant leurs armes par terre dès les premiers éclairs et les premiers morts. Luttant pour rester éveillé, le maréchal de France eut juste le temps de voir son roi embarqué sur une civière par d'étranges hommes en blanc, avant de sombrer, vidé de son sang, dans un sommeil éternel. Et voilà, j'espère que vous appréciez toujours autant cette série. Pour ne pas rater la suite, n'hésitez pas à vous abonner et puis à activer la petite cloche, et également à me mettre un j'aime et à commenter si vous aimez mon travail. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode.